Bonjour Boris. Bonjour Victor. Alors aujourd'hui on va parler d'un régime assez particulier, un régime qui fait pas mal la controverse. Pour changer. Alors ce régime, c'est le plus ancien régime qui est pratiqué Homo sapiens et c'est un régime qui est largement passé de mode. Alors je pense que tu t'en doutes, aujourd'hui on va parler du régime carnivore. Allons-y. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le régime carnivore? Alors c'est vrai que carnivore, aujourd'hui on l'utilise à différents sens et un certain nombre de personnes sont persuadées d'être carnivores parce qu'elles mangent de la viande 2 ou 3 fois par semaine. Et en fait ça c'est le régime flexitarien, hein. Donc c'est un régime qui est plutôt base végétale, végétarienne, avec un tout petit peu de viande et je vous renvoie sur notre podcast sur le régime végétarien à ce niveau-là. Donc carnivore en réalité c'est un sens strict, de même que végétarien ou végétalien. Et donc carnivore, ça veut dire un régime qui n'est fait que de produits animaux. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc il s'agit de ne manger que des produits carnés. Alors après, il y a des aménagements qui sont possibles, bien sûr, comme le régime végétarien, dont on a vu qu'on pouvait être flexitarien. Eh bien, il y a la possibilité de manger plus ou moins de végétaux sur cette base carnée. Et donc, nous, chez Sequoia Santé, on appelle ça, du coup, le régime carniflex, un carnivore flexible. Donc, qui est un petit peu l'image dans un miroir du flexitarien. Et puis il y a aussi la façon de manger, c'est-à-dire qu'on peut ne manger que des pièces de boucherie très classiques, plutôt prisées à l'heure actuelle, qui sont des pièces de viande très tendres, très maigres, avec très peu de collagène par exemple, et donc ils peuvent poser un certain nombre de problèmes, et des régimes carnivores qui sont ce qu'on appelle en anglais nose to tail, c'est-à-dire du nez jusqu'à la queue, c'est-à-dire qu'on mange toute la bête, y compris des os sous forme de bouillon d'os. Je vous renvoie d'ailleurs sur une vidéo que j'ai faite là-dessus, et qui sont donc assez différents en réalité. Voilà. Et alors ce régime carnivore, comment fut-il pratiqué historiquement? Alors, avec le sourire, j'imagine. Non, je plaisante. Historiquement, donc, il s'agissait d'aller chasser souvent de grosses bêtes, qui étaient pour la quasi-totalité des ruminants. Vous savez, donc la superfamille des ruminants qui contient les cervidés d'un côté et les bovidés de l'autre, avec bœuf, bovin à proprement parler, ovin, caprin. Mais il y avait aussi une toute autre famille d'herbivores non ruminants, la famille mammouth et éléphant, qui sont deux cousins avec un métabolisme à peu près identique. Et donc, il s'agissait de chasser des très gros animaux parfois, ou en tout cas de gros animaux, et cela nécessite un certain nombre d'adaptations, de coopération. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de chasser avant de pouvoir manger, donc on mange pas tout le temps. Donc il y a un jeûne intermittent obligatoire, et notamment un jeûne intermittent prolongé. Donc nous, on en parle pas mal chez Sequoia Santé, parce que c'est très important pour la santé, que ce soit jeûne intermittent simple ou prolongé. Et donc ça veut dire qu'il y a des périodes où on mange pas, des périodes où on mange beaucoup, énormément même. Et donc il y a ces alternances-là, obligatoirement. Enfin, il y a la cuisson qui est apparue avec Erectus et qui a permis donc beaucoup d'améliorations. Mais bon, on va peut-être pas détailler ça ici. Et puis il y a les parties qui étaient mangées, et donc effectivement c'était du nose to tail, du nez jusqu'à la queue. Toute la bête était mangée de ce qu'on a pu retrouver. Voilà. Donc ça c'était les points essentiels. Et donc, est-ce que tu peux un petit peu élaborer sur les conséquences anthropologiques de ce type de régime qu'a pratiqué Homo sapiens de manière ancestrale? Alors, du coup, il a fallu développer des techniques de chasse importantes. Ça n'a échappé à personne. On n'a pas des canines, ni une capacité de bondir qui nous permettent d'aller chasser comme ça, d'aller attraper comme un félin le ferait, par exemple. On n'est pas des tigres. Par contre, on a cette capacité extraordinaire à développer des stratégies. Plusieurs espèces l'ont, nous particulièrement, notamment en lien avec la croissance du cerveau, qui a été fulgurante par rapport à notre ancêtre Australopithèque par exemple, qui n'était pas encore de la lignée humaine, qui lui était un vrai omnivore. Et bien lorsqu'on s'est branché sur un régime carnivore, il y a une explosion du développement cérébral, dont on sait aujourd'hui qu'il est totalement lié avec l'énergie et les minéraux disponibles grâce au régime carnivore de l'ensemble de la bête. Donc ce cerveau, plus probablement d'autres choses d'origine génétique, nous ont permis de coopérer. Et la coopération, c'est la base de la chasse. Pour chasser de gros gibiers comme ça, il faut des stratégies de chasse, il faut bien sûr avoir une certaine force, et puis développer des outils de chasse. Quand on sait que le chien a été domestiqué assez tôt finalement, pour aider à chasser, le développement de l'arc, mais aussi de nombreux pièges. Enfin bref, c'est un pan passionnant de notre histoire. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que dans l'évolution du genre Homo, la taille du cerveau s'est développée en tandem avec
l'augmentation de la coopération pour la chasse, l'élaboration d'outils de plus en plus perfectionnés pour chasser, et puis bien sûr la cuisson qui permettait d'augmenter énormément l'énergie qui pouvait être retirée des aliments et qui diminuait la nécessité d'avoir une digestion importante. Donc chez Homo sapiens, une diminution de la taille de l'abdomen et du tube digestif et une augmentation sensible de la taille du cerveau. Caractéristique très intéressante, hein, le rapport cerveau, pas tête, hein, mais cerveau sur poids total du corps ou taille de l'individu. Ça, c'est caractéristique très intéressante, hein, qu'on trouve beaucoup, par exemple, chez les carnivores. Mais bon, là, sur pourquoi sommes-nous carnivores? À la limite, ça c'est une autre question. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter. On pourra vous répondre dans un podcast dédié, mais en soi, il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire. Oui, mais c'est vrai qu'une des caractéristiques de Homo sapiens, par rapport aux autres primates, une caractéristique très claire, c'est le ventre plat. Les autres primates ont des cages thoraciques en fait qui sont plus ouvertes avec des gros ventres, dû au fait qu'ils ont des tubes digestifs d'herbivores beaucoup plus grands avec des abdomens qui prennent plus de place. Et oui, il faut permettre la fermentation, donc il faut un côlon beaucoup plus long, un côlon extensible, beaucoup plus extensible. Ça c'est permis justement en libérant l'abdomen par l'angle costo-vertébral, qui a drastiquement changé justement avec la lignée humaine. Bref, tout un tas de détails anthropologiques au niveau de l'anatomie qui sont très intéressants. Ouais. Alors comment est pratiqué le régime carnivore aujourd'hui ? C'est vrai que le régime carnivore, juste un mot, fait l'objet d'une nouvelle attention, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui redécouvrent en quelque sorte le régime carnivore, hein, puisque c'était un régime un peu banni, on pourra en reparler éventuellement, mais du coup, quelque part, il y a un peu un renouveau, encore très discret, hein, mais qu'on peut percevoir sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qu'opposent les tenants, par exemple, du régime paléo, hein, qui ont leurs propres limites, c'est de dire, oui, vous êtes bien sympa, mais enfin bon, les bêtes que vous mangez aujourd'hui n'ont rien à voir avec les bêtes qu'on mangeait hier. Ce qui est vrai et pas vrai, mais il y a des choses tout à fait réelles là-dedans. Effectivement, parmi les objections, on ne mange plus les mêmes parties, c'est-à-dire que ce sont des espèces déjà qui sont sélectionnées par le boucher par rapport à la demande, hein, et notre demande a évolué et on est très sensible au goût fort. Hein, vous n'avez qu'à voir, le mouton, presque plus personne n'en mange aujourd'hui, on mange plutôt de l'agneau. Et même l'agneau brouteur, la plupart n'en mangent pas, on va manger de l'agneau de bergerie, qui en plus permet d'obtenir toute l'année, mais il est intoxiqué aux céréales. Et les céréales, comme vous le savez, c'est toxique pour tout le monde. Et donc, de la même façon, on peut aller encore plus loin, et des agneaux dits de lait. C'est-à-dire que là, on va intoxiquer l'animal avec du lait sur une période qui va bien au-delà de ce qu'il est censé en manger. Et on a le parallèle avec le veau. Le veau en France, par exemple, alors il y a des exceptions, la Corse par exemple, il y a encore des veaux brouteurs, dans l'Europe du Sud il y a des veaux brouteurs qui ont une viande du coup beaucoup plus rouge, néanmoins on a tendance à avoir des viandes qui ne sont plus des animaux brouteurs, et ça c'est très important, hein. Donc je parlais évidemment des herbivores, hein, mais qui sont quand même à la base de l'alimentation de Sapiens. Voilà, donc ça c'est un point très important, donc ça a changé de ce côté-là. Deuxièmement, ça a changé au niveau des pièces sélectionnées qui sont des pièces peu grasses souvent, donc du roast beef, différents steaks. On va soigneusement enlever le gras parce qu'on nous a expliqué qu'on allait faire un infarctus du myocarde dans les minutes qui allaient suivre, et autres bêtises. Voilà, donc on n'est plus conforme. Enfin, on n'est plus conforme aussi parce qu'on ne fait plus le jeûne intermittent, c'est-à-dire que là on pourrait aujourd'hui, dans un régime carnivore, et c'est ce que font certains, manger à la limite du magret fumé au petit déjeuner et manger de la viande 3 fois par jour. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, il y a un jeûne intermittent qui fait partie de ce régime carnivore ancestral. Donc là il y a une perte de cohérence, et donc on peut dire qu'aujourd'hui le régime carnivore, peut-être par certains pratiqué avec ce souci-là et donc très bien pratiqué, mais il peut, et c'est plutôt généralement le cas, être pratiqué sans avoir ces notions-là en tête et donc être totalement non conforme, ce qui pose du coup des problèmes. Et n'y a-t-il pas des carences dans ce régime carnivore alors? Parce que si on mange pas de végétaux, on peut imaginer qu'il va peut-être nous manquer des vitamines. Voilà, alors ça c'est le grand truc à la mode, c'est mangerbouger.fr, etc. Donc voilà, mais attention, vous mangez pas équilibré. Donc manger équilibré aujourd'hui, ça veut dire s'intoxiquer avec des céréales et avec des excès de végétaux tout plus sucrés les uns que les autres, bourrés de lectine, etc. Bref, donc Premier élément de réponse très court. On pourra détailler dans d'autres podcasts ou en réponse aux questions. N'hésitez pas à nous poser des questions sous la vidéo, c'est avec plaisir qu'on répondra. Mais
D'un point de vue déjà très simple, il n'y a aucune substance d'origine végétale pure, exclusivement végétale, qui soit essentielle, c'est-à-dire indispensable pour l'homme. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et c'est extrêmement important. Alors on nous dit parfois, et la vitamine C, il y en a dans la viande, bien sûr, c'est pas parce qu'elle n'a pas été recherchée qu'elle n'existe pas. On peut trouver des expériences de laboratoire, des dosages qui ont été faits, même si en routine, ils ne sont pas faits. Donc la viande, surtout si elle est crue, ou en tout cas peu cuite, contient de la vitamine C, c'était bien connu des explorateurs bien sûr, et c'est lorsqu'ils sont passés sur un régime céréalier et plus avec de la viande séchée pour le coup, mais crue, qu'ils ont commencé à développer le scorbut. Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a le choix du type de viande, donc ça c'est important. Donc si je mange que de la viande blanche, qui va donc être très peu riche en certains minéraux, certaines vitamines, je vais avoir un apport de protéines, mais ça va être des protéines isolées en quelque sorte, et donc voilà, si on en revient à cette histoire de cohérence au niveau anthropologique. Si j'ai un régime qui n'est pas cohérent avec ce qui était mangé à l'époque, il est évident qu'en fait, il y a des problèmes potentiels, y compris certaines carences en minéraux. C'est pas parce que c'est un élément carné que on peut pas entraîner des carences. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une carence en mangeant carnivore qu'en mangeant végétarien, pour prendre les deux extrêmes. Néanmoins, si on choisit mal ces pièces de viande, ça reste potentiellement possible. Ce régime carnivore, comment est-il toléré? Y a-t-il des allergies ou des maladies qui sont entraînées par un régime où on ne mangerait que de la viande? On manque de données d'essais contrôlés, randomisés, comme on aime bien ce type d'études, pour permettre de répondre de façon scientifique et objective à cette question. Alors du coup, on peut y répondre autrement, de façon satisfaisante tout de même, avec des éléments justement d'anthropologie et de biologie de l'évolution. Et puis par rapport à nos observations en tant que médecins aussi, sur nous, et puis sur nos proches et nos patients. Ce qu'on constate, c'est que ce sont des régimes qui sont clairement anti-inflammatoires, ça c'est très clair. Donc les substances inflammatoires sont souvent des lectines, sont souvent les oxalates. On en parle dans nos podcasts, on en parle dans notre formation. Voilà, ça c'est des substances qui sont exclusivement végétales. Il y a aussi tous les dérivés des glucides, ces fameux sucres rapides ou sucres lents, et l'insuline derrière, qui déclenchent des processus inflammatoires. Voilà, donc ça c'est clair. Donc de ce côté-là, sur le plan allergique, non, au contraire. Alors après, on peut rentrer dans certains degrés de détails. Là, on parle des produits carnés, on ne parle pas des produits laitiers. On est sur quelque chose qui est très intéressant. Par contre, on peut authentiquement déclencher un syndrome métabolique, c'est-à-dire en gros un hyperinsulinisme, donc une sécrétion exagérée d'insuline, et donc un diabète de type 2, en mangeant uniquement carnivore. Et vous savez que chez Sequoia, on teste tout ce qu'on peut tester. Donc on a testé, n'est-ce pas Victor, on a testé le régime carnivore strict tel que pratiqué par certains groupes sur des réseaux sociaux. Et effectivement, là on a commencé à développer un hyperinsulinisme de façon très claire. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Ça veut dire que il faut pas avoir un excès de protéines en soi. C'est pas parce qu'on mange carné qu'il faut manger des pièces trop maigres, trop riches en protéines et pas assez riches en gras. Au contraire, il faut des pièces, si possible, qui soient aussi grasses que maigres, de façon à avoir une quantité de graisse en termes d'énergie qui est très importante. On rentre dans une logique à nouveau un peu cétogène, c'est très important. Et puis surtout, ne pas faire 3 repas par jour, surtout pas. Donc respecter ce jeûne intermittent, notamment prolongé. Donc manger des pièces qui contiennent des abats, typiquement, et le jeûne intermittent. Voilà ce qui permet d'éviter les difficultés. Sinon, oui, effectivement, on peut tout à fait développer un diabète de type 2 sur régime carnivore, même si certains carnivores ne semblent pas être au courant. C'est vrai que moi, j'ai pu le constater. Comme toi, j'avais essayé le régime 100% carnivore pendant un moment. Et je l'ai pas si bien toléré que ça. Enfin bon, ça se passait très bien au niveau de la digestion, mais quand même une prise de poids. Donc je suspecte que ce soit un régime qui soit quand même un petit peu hyperinsulinogène. Donc voilà, surtout s'il est pratiqué plusieurs fois par jour. Donc importance de manger des pièces qui ne soient pas que du steak, ou donc du nose to tail, de manger du bouillon d'os, manger des abats, très très important, et puis de respecter le jeûne intermittent. Et là on revient finalement, comme de par hasard, sur la cohérence avec ce qu'ont pratiqué nos ancêtres. Alors pourquoi ce régime est-il passé de mode? Alors c'est une bonne question. Il y a plusieurs éléments de réponse qu'on perçoit chez Sequoia. La première chose, c'est que déjà, c'est un régime qui est basé donc sur une forme d'agriculture particulière, une forme d'élevage particulier,
sur des traditions pastorales, et donc on est sur un modèle qui est assez décentralisé en fait, sur un modèle assez local, assez régional, et qui n'a pas forcément le rendement que peuvent avoir des cultures intensives. On en parlait dans notre podcast sur le régime flexitarien, et je vous renvoie sur ce podcast. Donc on n'a pas les mêmes intérêts financiers du coup derrière, les mêmes pouvoirs de lobby. Donc ça c'est un premier aspect. Deuxièmement, il y a aussi toute une culpabilisation des gens à manger des animaux, parce qu'effectivement, il y a des dérives dans l'élevage, et il faut les souligner, et nous, on s'offusque forcément de voir des dérives dans l'élevage. Hein. C'est pas parce qu'on mange des animaux qu'il faut en faire n'importe quoi, au contraire, raison de plus pour ne pas en faire n'importe quoi, et ne pas jeter certaines parties aussi, hein, ça passe par là, l'éthique, soit dit en passant. Et du coup, culpabilisation, qui fait que bon, voilà, les gens se mettent à être de plus en plus végétariens quelque part. Et puis il y a ce qu'on avait abordé un peu dans le régime flexitarien, c'est-à-dire ces carences. C'est-à-dire que moins on mange de viande, moins on a envie d'en manger. Pourquoi? Parce qu'on se carence, notamment en zinc, mais pas seulement. Et pour des raisons pas toujours bien identifiées d'ailleurs, eh bien, on a de plus en plus une aversion pour la viande, et notamment la viande rouge. Donc on va prendre de la viande blanche, qui est plus vraiment de la viande en termes de qualité nutritive. Et puis petit à petit, on va manger de moins en moins. Et ça, il y a un deuxième facteur qui agit exactement dans le même sens, qui est la dépendance pour le sucre et l'insuline. Et donc, effectivement, les produits, même avec des sucres dits sucres lents ou glucides complexes, effectivement, comme les céréales ou même les légumineuses, eh bien, plus on en mange, plus on a envie d'en manger. Et plus je mange de pâtes, plus je mange de quinoa, plus ça me plaît, et plus j'ai envie d'en manger parce que je déclenche des circuits de la récompense au niveau intracérébral. Et donc, derrière, je deviens addict. Et en fait, c'est une réelle désintoxication qu'il faut faire pour arriver à revenir sur un régime plus cohérent d'un point de vue anthropologique. Moi, j'ajouterais que l'affection qu'on peut avoir pour les bêtes, qui est quelque chose de très humain et de très louable, hein, qui n'a jamais trouvé magnifique une famille d'animaux dans la nature qui ont l'air heureux, qui se promènent. Et c'est vrai que quand on est dans une société où on a l'impression qu'on a le choix et qu'on peut plutôt manger des céréales ou des légumes, on se dit que peut-être que si on mange des animaux, ça aura un côté cruel. Sauf que notre réalité physiologique n'a pas évolué aussi vite que nos sentiments pour les animaux. Il se trouve que l'on a quand même besoin de ces nutriments d'origine animale pour être en bonne santé. Est-ce que le régime carnivore est un bon régime pour Homo sapiens ? Alors oui, bien sûr, c'est un excellent régime pour les Homo sapiens. Ce que nous sommes, c'est notre régime de base. C'est le seul régime cohérent d'un point de vue anthropologique si l'on considère certaines choses. Nous sommes des carnivores obligatoires, omnivores facultatifs. On en parle largement d'ailleurs dans notre formation. Ça, tout est dit quand on a dit ça. Donc, même si c'est pas à la mode aujourd'hui, donc on est carnivore obligatoire. Ça veut dire qu'un Homo sapiens qui est végétarien, bah, évidemment, ça va mal se passer. Alors à l'échelle d'un individu, ça peut éventuellement passer le cap. À l'échelle de plusieurs individus, d'un groupe d'individus, là effectivement ça ne marche plus. Donc c'est le régime le plus cohérent. Néanmoins, il y a une façon de le pratiquer. D'une part, on est omnivore facultatif, on peut en reparler. Deuxièmement, on n'est pas censé manger toute la journée et tous les jours. On est censé jeûner par moment. Hein, donc on n'insistera jamais assez sur le quoi manger. Hein, le régime carnivore s'adresse au quoi manger, mais il y a aussi le quand manger. Et ça c'est aussi important. Véritablement aussi important. Donc, quoi manger carnivore, oui, mais de la tête à la queue, donc manger toutes les parties, et d'ailleurs ça fait moins de gâchis et c'est très important, et en respectant un jeûne intermittent, au moins un jeûne intermittent sur un schéma 2 repas par jour, TMAD, si possible OMAD, one meal a day, donc 1 repas par jour, et si possible même un jeûne intermittent prolongé de 48-72 heures de temps en temps. Voilà, donc ça c'est les points vraiment à la base. En revanche, l'aspect omnivore facultatif, qui vient après carnivore obligatoire, d'un point de vue anthropologique, est très intéressant parce que il nous confère, contrairement à des carnivores obligatoires non omnivores facultatifs, comme par exemple la famille des félins, tigres, jaguars, etc., eh bien ça nous confère très certainement un avantage qui n'est pas obligatoirement élucidé aujourd'hui, parce qu'un certain nombre de tribus ne sont quasiment que carnivores et ont survécu très longtemps comme ça. Mais on peut imaginer que ça puisse être un atout, notamment dans certaines périodes de disette peut-être. Voilà, en tous les cas, c'est un aspect qui est réel et donc à ne pas négliger. Au total, chez Sequoia Santé, nous, ce qu'on recommande et ce qu'on pratique, que ce soit toi Victor ou moi, c'est un régime qui est à base carnivore, à base carnée,
mais avec un certain nombre de végétaux, pas forcément la même quantité entre toi et moi, pas forcément exactement les mêmes, mais avec la même logique. La même logique, c'est choisir les végétaux les moins toxiques. La plupart des végétaux, même domestiqués, ont plus ou moins une toxicité importante pour certains, plus modérée pour d'autres. Et puis il y a certains végétaux, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a certains végétaux qui sont très peu ou pas du tout toxiques et qui peuvent apporter vraiment un plus si on veut contrôler une résistance à l'insuline, par exemple, un hyperinsulinisme. Et là, pour le coup, c'est une carte un peu joker qui vient en complément et qui peut tout à fait aider. Voilà. Et ça, du coup, ce régime carniflex, comme on l'appelle chez Sequoia Santé, c'est vraiment ce qu'on conseille et pratiquer avec ce jeûne intermittent. Si je pourrais résumer, donc avec le régime carnivore, si on veut des aménagements qui permettent de ne pas avoir d'hyperinsulinisme, tout d'abord, il y a la possibilité, comme tu l'as expliqué, d'être carniflex, c'est-à-dire de manger des légumes, en plus d'avoir des aménagements d'autres aliments en plus de la viande. Donc avec les légumes. Deuxièmement, manger carnivore mais nose to tail, c'est-à-dire également les parties grasses et les organes. Le problème, c'est que les viandes comme les steaks ou comme le roast beef sont extrêmement riches en protéines et très peu grasses. Et ça, c'est pas le régime carnivore ancestral. Pas du tout, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et puis, surtout, comme tu l'as dit, le quand manger. Donc, évidemment, si on mange de la viande, c'est pas 3 fois par jour. Normalement, le repas carné, c'est au maximum 1 fois par jour. Avec, ceci dit, une quantité significative. Mais la viande, c'est pas du tout un aliment qui est fait pour être mangé plusieurs fois par jour. Non, tout à fait. Après, chez certains de nos proches ou qui ont plus de mal à faire un apport suffisant en une seule fois par jour, on va avoir tendance surtout s'ils sont un peu carencés parce qu'ils sont flexitariens, on va avoir tendance à conseiller de faire 2 repas carnés par jour. Par contre, hein, mais c'est vrai que si on pouvait idéalement manger cette quantité en une seule fois, par exemple le soir ou le matin, ma foi, ce serait très intéressant. Ou même ce qui serait envisageable pour un nomade, c'est par exemple un gros repas carné et puis un autre repas plus petit avec une salade ou une soupe où il n'y aurait pas de viande. Ça serait aussi un aménagement qui serait possible pour quelqu'un qui n'arriverait pas à faire un seul repas par jour. Tout à fait, tout à fait. Après, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les combinaisons sont un peu possibles à ce niveau-là, et nous, on en a testé pas mal. Bon, merci beaucoup Boris pour toutes ces explications. Merci Victor. Merci pour votre écoute. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous retrouver sur notre site www.sequoiasanté.com où vous pourrez vous abonner à notre newsletter et aussi télécharger un e-book que nous avons co-rédigé sur les thèmes de la longévité qui nous sont chers. À très bientôt et surtout prenez soin de vous. À très bientôt, prenez soin de vous.